C'est sans doute quelques petits démons pervers, ou l'influence sardonique de sources obscures et secrètes, qui me fit ainsi changer mes projets. J'avais depuis longtemps résolu de limiter mes observations à la seule architecture, et je venais même de me précipiter vers la Grand Place pour chercher un moyen rapide de quitter cette ville pourrissante, de décadence et de mort. Mais la vie du vieux Zadok Allen m'avait fait prendre un nouveau cours à mon esprit et ralentit mon pas devenu hésitant. On m'avait affirmé que le vieillard ne pouvait qu'insinuer des légendes extravagantes, décousues et incroyables, et l'on m'avait mis en garde contre le danger d'être vu par les indigènes en train de parler avec lui. Pourtant, l'idée de ce vieux témoin du déclin de la ville, avec ses souvenirs qui remontaient au premier temps des vaisseaux et des fabriques, avait un attrait auquel toute ma raison ne pouvait résister. Après tout, les mythes les plus étranges et les plus fous ne sont souvent que des allégories ou des symboles fondés sur des réalités, et le vieux Zadok avait dû insister à tout. Ce qui s'était passé à Innsmouth au cours des 90 dernières années. La curiosité m'exalta au mépris de la prudence et du bon sens, et avec la présomption de la jeunesse, j'imaginais que je saurais dégager au noyau de vérité historique du débordement confus et délirant que je tirerais probablement de lui avec l'aide du whisky. Je savais qu'il ne fallait pas aborder là tout de suite, car ces pompiers n'auraient pas manqué de s'interposer. Mieux valait commencer, me dis-je, par acheter de l'alcool de contrebande à un endroit où le garçon épicier m'avait dit qu'on en trouvait en quantité. Puis j'irai flâner sans but apparent près de la caserne. Et je rencontrerai le vieux Zadok dès qu'il aurait entrepris une de ses fréquentes balades. Selon le jeune homme, il était très remuant et demeurait rarement assis plus d'une heure ou deux près de la caserne. Je trouvais aisément, bien qu'au prix fort, une bouteille de whisky dans l'arrière-boutique d'un minable prix unique. Juste derrière la Grand Place dans Elliott Street, l'individu malpropre qui me servit avait un peu la fixité du masque d'Innsmouth, mais il fut plutôt poli à sa manière. Peut-être était-il habitué à recevoir des clients étrangers, camionneurs, trafiquants d'or ou autres, comme il en passait de temps en temps en ville. En regagnant la Grand Place, Juston constatait que la chance était avec moi car j'aperçus bel et bien, émergeant de Payne Street au coin de la maison Gilman, la haute et maigre silhouette en loques du vieux Zadok Allen lui-même. Comme je l'avais prévu, j'attirai son attention en brandissant la bouteille que je venais d'acheter, et je m'aperçus bientôt qu'il me suivait d'un pas traînant avec un air d'envie comme je tournais dans Waite Street pour gagner le quartier que je pensais le plus désert. M'orientant grâce à la carte dessinée à l'épicerie, je me dirigeais vers la partie sud des quais entièrement abandonnés que j'avais déjà visités. Je n'y avais aperçu que les pêcheurs au loin sur la digue, et en m'éloignant un peu plus vers le sud, je pouvais me mettre hors de leur vue, trouver de quoi m'asseoir sur quelques quais déserts et interroger tout à loisir le vieux Zadok sans être observé. Avant d'attendre Main Street, j'entendis derrière moi un faible et poussif « Hé, monsieur !» et me laisser rattraper. Je permis au vieil homme de boire à la bouteille de copieuse lampée. Je commençais à tâter le terrain en suivant Water Street pour tourner vers le sud au milieu d'une totale désolation de ruines vertigineuses, mais je m'aperçus que le vieux ne me laisserait pas délier la langue aussi vite que je l'espérais. Je vis enfin une brèche herbeuse ouverte vers la mer entre les murs et les briques croulant, et au-delà de l'étendue de maçonnerie et de terre qu'un quai envahi de mauvaises herbes. Près de l'eau, des tas de pierres moussues offraient des sièges acceptables, et au nord, un entrepôt délabré abritait l'endroit contre tous les regards. C'était à mon avis l'idéal pour un long entretien secret. Je guidai donc mon compagnon vers le passage et le fis asseoir parmi les pierres moussues. L'atmosphère d'abandon et de mort était macabre, et l'odeur du poisson presque intolérable. Mais j'avais décidé que rien ne m'arrêterait. Il me restait 4 heures pour cette conversation si je voulais prendre l'autobus d'Arkham à 8 heures. Et tout en avalant mon frugal déjeuner, je commençais à octroyer un peu plus d'alcool au vieux buveur. Je sens cependant dans mes largesses de ne pas compromettre mon entreprise, car je n'avais pas envie que la volubilité alcoolique de Zadok s'éteigne dans l'hébétude. Au bout d'une heure, sa morosité sournoise sembla se dissiper, mais à ma vive déception, il continua à esquiver mes questions sur Innsmouth et son ténébreux passé. Il bavardait à propos des nouvelles du jour, révélant une connaissance étendue de la presse et d'une tendance marquée à philosopher d'un ton de villageois sentencieux. Vers la fin de la seconde heure, je craignis que mon litre de whisky ne soit suffisant pour obtenir ce que je voulais, et je me demandais s'il ne veut pas mieux laisser là le vieux Zadok pour aller en chercher un autre. Mais à ce moment précis, le hasard fournit l'introduction que mes questions n'avaient su amener, et le poussif radotage du vieux prit un tour tel que je me penchai vers lui et dressai l'oreille. Je tournai le dos à la mer et son relent de poisson, mais il lui faisait face, et je ne sais ce qui attira son regard errant vers le profil bas et lointain du récif du diable, qui apparaissait nettement, presque fascinant, au-dessus des vagues.
Cette vue sembla lui déplaire, car elle se mit à égrener à mi-voix des jurons qui s'achevèrent en un murmure confidentiel et un regard entendu. Il se rapprocha de moi, saisit le revers de mon veston, puis émit un son sifflant, d'une voix sifflante, ces propos sur lesquels on ne pouvait se reprendre. C'est là que tout a commencé. Cet endroit maudit de toute la malfaisance, là où commence l'eau profonde, la porte de l'enfer. Ça descend à pic jusqu'au fond. Il n'y a pas de ligne de fond qui va jusque-là. C'est le vieux Captain Obed qui a tout fait, qui a trouvé dans ces îles de la mer du Sud les choses qui n'ont pas fait de bien. Dans ce temps-là, ça allait mal pour tout le monde. Le commerce dégringolait, les usines n'avaient plus de travail, même les nouvelles. Et puis les meilleurs de nos gars tués comme des corsaires dans la guerre de 1912 ou péri avec le brick Ezila et Ranger, qui étaient tous les deux au Gilman. Obed Marsh, lui, il avait 3 bateaux sur l'eau, le Brigandin Columbia, le Brick-Etty et la goélette Sumatra Queen. Et avec lui qui faisait le commerce avec les Antilles et le Pacifique, quoique la goélette Melee Pride, qui était à Idras Martin, fait un voyage encore en 28. Jamais il y a eu personne comme Capitaine Oben, je suppose de Satan. Je me souviens comme il parlait de ces pays là-bas. Et il traitait tous les gens d'idiots d'aller au culte des chrétiens et de supporter leur fardeau comme des agneaux bêlants. Il ferait mieux de se trouver des dieux comme ceux de là-bas dans les Antilles, des dieux qui leur donneraient des pêches miraculeuses en échange de leurs sacrifices et qui répondraient comme il faut aux prières des gens. Matt Elliott, son second, causait pas mal non plus. Ce moment était contre toutes ces manigances de païens. Il parlait d'une île à l'est de Tahiti où il y avait des tas de ruines en pierre, vieilles personnes qui savaient rien dessus. Pareil sur Sponap dans les Carolines, mais avec des figures sculptées comme des grandes statues de l'île de Pâques. À côté, il y avait aussi une petite île volcanique où on trouvait d'autres ruines avec des sculptures différentes. Des ruines toutes usées comme si elles avaient été sous la mer d'autres fois. Et avec des images de monstres abominables tout partout. Et ben monsieur, il disait Matt que tous les natifs du coin, ils avaient tout le poisson qu'ils voulaient, et ils portaient des bracelets et des anneaux au-dessus du coude et des couronnes. Tout ça fait une drôle d'espèce d'or, et plein d'images de monstres comme celles qui étaient dessinées sur les ruines de la petite île. On aurait dit des grenouilles poissons, ou ben des poissons grenouilles qui étaient dans toutes les positions pareilles que des êtres humains. Personne n'a jamais pu leur faire dire où ils avaient trouvé ça. Et tous les autres natifs se demandaient comment ils faisaient pour trouver autant de poissons quand même. Alors que les îles, ils prenaient presque rien. Matt s'est demandé aussi, le capitaine Obed pareil. En plus, Obed a remarqué qu'un tas de petits gars disparaissaient pour de bon d'une année sur l'autre et qu'on voyait presque pas de vieux dans le pays. Puis il a trouvé qu'il y avait des gens qui avaient l'air bougrement bizarres, même pour des Kanaks. Bien sûr, c'est Obed qui a trouvé la vérité sur ces païens. Je sais pas comment il a fait. Mais il s'est mis à faire du troc pour avoir des choses en or qu'il portait. Il leur a demandé d'où qu'ils venaient et il voulait en avoir d'autres. Et pour finir, il a tiré les verres du nez à leur vieux chef, Wallachia, il s'appelait. Personne d'autre qu'Obed n'aurait jamais cru ce vieux démon jaune, mais le capitaine il lisait dans les gens comme dans les livres. Personne ne veut jamais croire aujourd'hui quand je dis tout ça. Et vous non plus, je suppose, jeune homme. Pourtant, à bien vous regarder, vous avez des yeux qui savent lire, pareil qu'Obed. Le chuchotement du vieillard devient plus faible encore, et je me surpris à frissonner devant la terrible solennité et la sérénité de ce ton, tout en sachant que son histoire ne pouvait être qu'un délire d'ivrogne. Et ben monsieur, Obed, il a appris qu'il y avait des choses sur cette terre que presque personne n'avait jamais entendu causer. Personne voudrait le croire si on le racontait. À ce qui paraît, ces Kanaks sacrifiaient des tas de leurs gars et de leurs filles à des espèces de dieux qui habitaient sous la mer. Ils recevaient en échange des tas de faveurs. Ils rencontraient des créatures sur la petite île en ruine bizarre. Et il paraît que ces images abominables monstres, grenouilles, poissons, ce serait le portrait de ces créatures. Peut-être bien que c'est là qu'ils viennent les histoires de sirènes et tout ce qui s'ensuit. Ils auraient tous sorti de ville au fond de la mer, et Steele serait sorti de là. On dit qu'il y avait des créatures vivantes dans les bâtiments de pierre, quand il est allé au seul coup à la surface. C'est comme ça que les Kanaks sont aperçus qu'elle vivait sous l'eau. Sitôt qu'ils sont revenus de leur peur, ils ont causé par signe, et ils ont fait vite d'arracher un marché. Ces dieux-là, ils aimaient les sacrifices humains. Ils en avaient déjà fait autrefois, mais avec tant qu'ils avaient perdu le contact avec le monde d'en haut. Ce qui faisait des victimes, je pourrais pas te leur dire. Et je pense qu'Obed a été trop curieux là-dessus. Mais les païens, ça leur été bien égal, vu qu'ils envoyaient des durs et qu'ils étaient pas prêts à tout. Et qu'ils étaient prêts à tout. Ils donneraient un certain nombre de jeunes gens à créatures de la mer, 2 fois l'an.
à Maeve et Halloween, Recta. Puis aussi des babioles qui faisaient en sculpture, et des créatures étaient d'accord pour donner en échange des tas de poissons, qui ramenaient tout partout en mer, et de temps en temps, des choses qui avaient l'air en or. Comme ça, les indigènes rencontraient des créatures sur la petite île volcanique. Ils venaient en pirogue avec des sacrifices et tout ça, et repartaient avec des bijoux en espèces d'or qui leur revenaient. Au début, les créatures allaient jamais sur l'île principale, mais au bout d'un moment, ils ont voulu venir. Il paraît qu'ils avaient envie de fréquenter les gens puis de faire des fêtes ensemble, dans les grandes occasions. Et Eve et Halloween. Vous voyez, ils vivaient aussi bien dans l'eau qu'en dehors, des amphibies qu'on appelle, je crois. Les Kanaks, ils leur ont dit que les gens des autres îles voudraient les nettoyer, s'ils savaient que ça venait comme ça. Mais ils ont dit qu'ils s'en moquaient parce qu'ils pouvaient nettoyer comme toute la race humaine si on voulait les embêter. Toutes sauf ceux qui avaient certains signes comme s'en servaient d'autres fois les anciens disparus. Mais pour pas faire d'histoire, ils se cacheraient quand quelqu'un viendrait visiter l'île. Quand on a parlé de s'accoupler avec eux, ces poissons crapauds, les Kanaks se sont un peu rebiffés, mais finalement ils ont appris quelque chose qui leur a fait changer d'avis. Ce qu'on dit, les humains sont comme qui diraient parents avec ces animaux marins. Tout ce qui est vivant serait venu de la mer autrefois, et il faudrait qu'un petit changement pour y retourner. Les créatures, ils ont dit aux Kanaks, s'ils mélangeaient leur sang, ils naîtraient des enfants qui auraient d'abord l'air humain, puis plus tard qui deviendraient de plus en plus pareils qu'elles. Puis à la fin, ils se mettraient à l'eau pour aller rejoindre les autres au fond. Et l'important, jeune homme, c'est que ceux qui seraient devenus des poissons et iraient dans l'eau, ils mourraient jamais. Ces créatures, elles mourraient jamais, sauf si on les tuait. Eh ben, monsieur, quand Obed a connu ces gens des îles, ils étaient pleins de sang de poisson, les créatures du fond de l'eau. Quand ils prenaient de l'âge et que ça commençait à se voir, on les cachait derrière, jusqu'à ce qu'ils aient envie de se mettre à l'eau et de s'en aller. Il y en avait qui étaient plus touchés que d'autres, certains qui changeaient jamais assez pour aller dans l'eau, mais ça se passait presque toujours exactement comme les créatures avaient dit. Ceux qui ressemblaient aux créatures en naissant, ils changeaient très tôt. Et ceux qui étaient plus humains, ils restaient des fois sur l'île jusqu'à 70 ans, même s'ils essayaient à plonger au fond en attendant. En général, ceux qui se mettaient en l'eau, ils revenaient souvent en visite, ce qui faisait que souvent, un homme pouvait causer avec son 5 fois grand-père, qui avait quitté la terre ferme au moins 200 ans plus tôt. Ils avaient tous oublié la mort, sauf dans les guerres de pirogue avec les autres gens des îles, les sacrifices aux dieux marins des grands fonds, les morsures de serpents, la peste et quelques mâles aigus et galopants qui les prenaient avant qu'ils aient pu se mettre à l'eau. Ils attendaient seulement un changement qui était devenu pas du tout horrible avec le temps. Ils trouvaient qu'il y avait bien assez pour ce qu'ils donnaient, et je crois qu'Obed a pensé pareil quand il a eu remarché un peu que le vieux Walaka, il avait dit. Walaka, lui, c'était un des rares qui avait pas une goutte de sang de poisson, vu qu'il était d'une des familles royales qui se mariait qu'avec des familles royales d'autres îles. Il a appris à Obed plein de rites et d'incantations qui avaient rapport avec les créatures marines, et il fait voir les gens du village qui avaient quasiment plus forme humaine. Malgré ça, il n'a jamais montré un seul de ces fameux dieux sortis de tout droit de la mer. À la fin, il a donné un truc magique en plomb ou je sais pas quoi, qui censément faisait monter les créatures poissons de n'importe quel endroit de la mer et il pouvait y avoir un nid. Il suffisait de le laisser tomber dans l'eau en disant la prière qu'il fallait. Voilà Kira disait qu'il y en avait partout dans le monde, et n'importe qui en cherchant bien pouvait trouver un nid et les faire monter s'il en avait besoin. Matt, il aimait pas ça du tout. Il voulait empêcher Obed d'aller sur l'île, mais le capitaine était un pro-gain et il voyait qu'il pouvait avoir des choses dorées si bon marché que ça valait la peine de s'en faire une spécialité. Ce trafic-là a continué pendant des années, et Obed a eu assez de stores pour démarrer son affinerie et la vieille usine en décadence de Waite. Il n'a pas osé vendre les choses comme elles étaient, parce qu'on aurait posé des tas de questions. Malgré tout, ses ouvriers en prenant une de temps en temps pour la vendre, mais qu'il ait juré de garder le secret, et il laissait les femmes de sa famille porter ce bijou un peu plus humain que les autres. Vers 38, j'avais 7 ans, Obed a aperçu qu'il avait été complètement nettoyé depuis son dernier voyage. À ce qui paraît, les autres indigènes avaient eu vent de ce qui se passait et ils avaient pris les choses en main. Faut croire qu'il devait y avoir des vieux signes magiques, les créatures avaient dit que c'était les seules choses qu'ils craignaient. Sans compter que ces canaps doivent avoir des chances d'en attraper quand le fond de la mer vomit une île et qu'il y a des ruines plus vieilles que le déluge. Les gars pieux, c'était que rien laissé debout.
ni sur la grande île, ni sur la petite volcanique, sauf les ruines qui étaient trop grosses pour qu'on les renverse. Dans des endroits, il y avait des petites pierres éparpillées, comme qui dirait des allumettes, avec quelque chose dessus, pareil, ce qu'on appelle une swastika aujourd'hui. Sûr que c'était les signes des anciens. Tous les gens nettoyés, plus trace des choses dorées, et pas un canaque du pays a soufflé mot sur cette affaire. Ils prétendaient même qu'il n'y a jamais eu personne sur l'île. Naturellement, ça a été un coup dur pour Aubaine. Vu que son commerce normal n'y allait pas fort, c'était dur aussi pour Innsmouth. Vu que sans la marine, c'était bon pour le capitaine du bateau, c'était pareil pour l'équipage. La plupart des gens de la ville, ils ont pris des temps difficiles résignés comme des moutons, mais ça tournait mal pour eux, vu que la pêche donnait plus grand chose et que les usines marchaient au ralenti. C'est là qu'Obed a commencé à enguirlander les gens parce qu'ils étaient trop bêlants et qu'ils priaient à un dieu chrétien qui leur donnait rien du tout. Il a dit qu'il connaissait des gens qui priaient des dieux qui leur envoyaient ce qui était vraiment utile. Il y avait une bonne équipe de gars qui voulaient se mettre avec lui, il pourrait peut-être s'adresser à certaines puissances pour avoir des tas de poissons et pas mal d'or. Bien sûr que ceux qui servaient pour la Samoutra Queen et qui avaient vu l'île savaient ce qu'il voulait dire. Et ils n'avaient pas envie de trafiquer avec les créatures de la mer comme ils avaient entendu raconter. Mais ceux qui savaient pas de quoi ils retournaient se sont laissés manœuvrer par ce qu'Obed avait dit. Ils lui ont demandé ce qu'ils pouvaient faire pour les mener à la religion qui leur serait si utile. Ici, le vieillard hésita, marmonna et tomba dans un silence maussade et craintif, jetant des coups d'œil inquiets par-dessus son épaule, puis se tournant pour attacher un regard fasciné sur le récif noir au loin. Il ne répondit pas tant que je lui adressai la parole, et je compris qu'il faudrait lui laisser finir la bouteille. L'histoire insensée que j'entendais m'intéressait vivement, car je supposais qu'elle contenait une sorte de grossière allégorie fondée sur l'étrangeté d'Innsmouth et élaborée par une imagination à la fois créatrice et pleine de réminiscences de légendes exotiques. Je ne crus pas un instant que le récit peut avoir une base réelle, mais il n'en inspirait pas moins une véritable horreur, peut-être parce qu'il évoquait d'étranges bijoux manifestement identiques à l'abominable cerf que j'avais vu à Newburyport. Il était possible, après tout, que les parures viennent d'une île lointaine, et qui sait si ces contes extravagants n'étaient pas des mensonges de feu Obed lui-même plutôt que ceux du vieil ivrogne. Je tendis la bouteille à Zadok et il la vida jusqu'à la dernière goutte. C'était étonnant de le voir avaler tant de whisky sans le moindre embarras dans sa voix haute et poussive. Il lécha le goulot de la bouteille qui glissa dans sa poche, puis se mit à dodeliner de la tête en murmurant doucement, pour lui-même. Je me penchai pour essayer de saisir ses paroles, et je crus voir un sourire sardonique derrière sa moustache touffue et jaunie. Oui, il prononçait réellement des mots, et je réussis à en comprendre une bonne partie. Pauvre Matt. Matt, il avait toujours été contre tout ça. Il essayait de mettre les gens de son côté, et il passait du temps à causer avec les pasteurs. Rien à faire. Pasteur congrégationaliste, ils l'ont chassé de la ville, et le méthodiste, il est parti. On n'a jamais revu Résolve de Barbuck. Le Baptiste, le Kourou de Jéhovah, j'étais bougrement ptio, mais je sais bien que j'ai vu et entendu. Dégoné Astaroth, Bélial et Belzébuth, le Vaudora les idoles de Canaan et les Philistins, les abominations de Babylone, Maine, Thessel, Pharès. Il s'interrompit à nouveau. Et au regard bleu de ses yeux larmoyants, je craignais qu'il ne fût bien près de l'hébétude. Mais comme je lui tapais doucement sur l'épaule, il se tourna vers moi avec une vivacité extraordinaire et lança quelques phrases plus sombres. Vous me croyez pas, hein? Alors dites-moi donc, jeune homme, pourquoi le capitaine Oben et une vingtaine de drôles de gens allaient en canot jusqu'au récif du diable en plein milieu de la nuit, en chantant si fort qu'on les entendait dans toute la ville quand le vent était dans le bon sens? Dites-moi ça, un peu, hein? Dites-moi pourquoi Obed il jetait toujours des choses lourdes dans l'eau profonde à côté du récif, là où descend le pic apparaît qu'une falaise, si bas qu'on peut pas sonder le fond. Dites-moi ce qu'il faisait avec ces drôles de trucs magiques en plomb que Wallachia lui avait donné, hein mon gars? Et quoi qui braillait tous à Maeve, et pareil le Halloween suivant. Et pourquoi que les nouveaux pasteurs, des individus qui étaient plutôt marins, portaient des robes pas ordinaires et mettaient sur eux de ces choses dorées qu'Obed avait rapportées, hein? Les yeux bleus mouillés étaient devenus féroces et fous, la barbe blanche souillée se hérissait comme électrisée. Le vieux Zadok perdut sans doute mon mouvement de recul, car elle se mit à glousser méchamment. Commençait à comprendre, hein. Peut-être bien que ça aurait pu être pas à ma place à cette époque-là, quand je voyais tout ça la nuit sur la mer, Belvédère qui était en haut de ma maison,
je vais vous le dire, les petites marmites ont de grandes oreilles, et je perdais rien de ce qu'on me racontait sur le capitaine Obed et ce qu'allait au récif. Aussi la nuit, j'ai emporté au belvédère la lunette marine de mon pas, et j'ai vu le récif tout grouillant de forme, qu'on vit plonger sitôt que la lune s'élevait. Obed et les autres étaient dans un doris, mais ces formes, elles ont plongé de l'autre côté de l'eau profonde, et on n'a jamais vu remonter. Ça vous aurait-il plu, peut-être un petit môme tout seul, en haut d'un belvédère, en train de regarder ces formes qui n'étaient pas des formes humaines, hein? Le vieillard devenait hystérique. Je me suis mis à frémir, pris d'une inquiétude indéfinissable, posa sur mon épaule une griffe noueuse, et il me sembla que son tremblement ne venait pas que de l'hilarité. Supposez qu'une nuit, vous auriez vu quelque chose de lourd jeté du doris d'Obed, de l'autre côté du récif, que vous auriez appris le lendemain qu'un jeune gars avait disparu de chez lui, hein? Qui a jamais revu Hiram Gilman, pas vrai? Et Nick Pierce, et lui Lee White, et Adoryman Southwick, et Henry Garrison, hein? Des formes qui causaient par signe avec leurs mains, ceux qui avaient des vraies mains. Ben monsieur, c'est là qu'Obed a commencé à retomber sur ses pieds. On a vu ces trois filles porter des choses en espèces d'or, que personne ne leur avait vu avant, et la cheminée de l'usine s'est remise à fumer. Il y en a eu d'autres aussi, qui avait l'air de prospérer. Le poisson s'est mis à grouiller dans le port, il n'y avait plus qu'à le prendre. Et Dieu sait les cargaisons qu'on a expédiées à Newburyport, Arkham et Boston. C'est à ce moment-là qu'Obed a fait installer le vieux branchement de chemin de fer. Et les pêcheurs Kingsport qui ont entendu causer de ces prises, et ils sont venus en sloop. Ils ont été perdus corps et bien. Personne ne les a jamais revus. Et juste au même moment, nos gens ils ont organisé l'ordre ésotérique de Dagon. Et ils ont acheté pour ça la salle maçonnique de la commanderie du calvaire. Matt Elliott, qui était maçon, a essayé d'empêcher la vente, mais il a disparu à ce moment-là. Remarquez, je dis pas qu'Obed voulait que tout soit pareil que sur ce style Kanak. Je crois pas qu'au début, il voulait qu'il y ait tout le mélange pour avoir des genoux qui iraient à l'eau et viendraient de poissons pour la vie éternelle. Ce qu'il voulait, c'était des trucs en or, même s'il fallait les payer gros. Et pendant quelques temps, eux, ils ont pas demandé plus. Mais voilà qu'en 46, la ville a commencé à y regarder et à réfléchir de son côté. Trop de gens disparus, trop de sermons d'énergumènes aux assemblées du dimanche, trop de racontars du fameux récif. Je crois que j'ai été pour quelque chose en racontant à Selectam Mori ce que j'avais vu sur le belvédère. Une nuit, il aurait été tout un groupe à suivre le troupe d'Obed jusqu'au récif. J'ai entendu des coups de feu entre les Doris. Le lendemain, Obed et 22 autres étaient en prison et tout le monde se demandait ce qui se passait au juste et de quoi on pouvait bien les accuser. Seigneur, si quelqu'un avait pu prévoir. 2 semaines plus tard, quand on n'avait rien jeté à la mer de tout ce temps-là. Zadok donnant des signes de frayeur et de lassitude, je le laissais se taire pendant un moment, tout en regardant ma montre avec inquiétude. C'était la marée montante à présent, et le bruit des vagues semblait se réveiller. J'étais heureux de ce reflux car les hautes eaux, avec les hautes eaux, l'odeur de poisson serait sans doute moins forte. Je dressais l'oreille à nouveau pour saisir le chuchotement. Cette nuit épouvantable, je les ai vus. J'étais en haut dans le belvédère. C'était des foules, des essaims. Tout partout sur le récif, ils sont montés à la nage dans le port jusque dans le Manuxet. Seigneur, ce qui a pu arriver dans les rues d'Innsmouth cette nuit-là. Ils ont secoué notre porte, mais pas voulu ouvrir. Puis il est sorti par la fenêtre de la cuisine avec son mousquet pour chercher Selectam Mori et voir ce qu'il pouvait faire. Des tas de morts et de mourants, des coups de feu et des cris. On parlait sur la vieille place de la grande place New Church Green, les portes de la prison enfoncées, proclamation, trahison. On a dit qu'ils avaient eu la peste quand les gens sont venus et ils ont vu qu'il manquait la moitié des habitants. Il restait que ceux qui étaient avec Obed et les créatures, ou alors ceux qui sonnaient tranquilles. Jamais plus entendu causer de mon pas. Le vieux haletait et suait à grosses gouttes. Son étreinte se resserra sur mon épaule. Tout était nettoyé dans la matinée. Il y avait des traces. Obed alors il prend comme qui dirait le commandement et il dit que ça va changer. Eux aussi ils seront avec nous aux assemblées et certaines maisons recevront des hôtes. Eux ils voulaient qu'on se mélange, comme ils avaient fait avec les Kanaks, et lui d'abord il se croyait pas obligé de les arrêter. Il était allé trop loin, Obed. Il était comme fou pour ça. Il disait qu'il nous apportait poissons et trésors et qu'il y aurait tout ce qui leur ferait envie. Il n'y aurait rien changé en dehors
Seulement, il fallait pas broncher avec les étrangers si on comprenait notre intérêt. On a tous été obligés de faire avec le serment de Dagon. Puis après, il y a eu une deuxième et une troisième serment. Et quelques-uns chez nous les ont fait. Ceux qui rendent des services spéciaux, ils auraient des récompenses spéciales, l'or et des choses comme ça. Pas moyen de reguimber vu qu'il y en avait des millions au fond de l'eau. Ils n'auraient pas comme ça nettoyé toute l'humanité, mais s'ils étaient trahis et poussés à bout, ils pouvaient faire des dégâts. Nous, on n'avait pas la vieille magie pour les faire filer comme les gens de la mer du Sud. Ils savaient, ils faisaient. Et les Kanaks n'avaient jamais voulu donner leurs secrets. Qu'on leur donne assez de sacrifices, des babioles de sauvages, et qu'on les reçoive dans la ville pour quand ils voudraient, et ils se tiendraient bien tranquilles. Ils feraient pas de mal aux étrangers, parce qu'ils pourraient raconter des histoires à l'extérieur, à moins qu'on les espionne. Tous ceux de la troupe des fidèles, de l'ordre Dagon, et les enfants qui mourraient jamais, mais ils retourneraient à notre mère Hydra et notre père Dagon, d'où qu'on était tous venus autrefois, à Cthulhu-Ftag. Le vieux Zadok tombait vite dans le délire et je retins mon souffle. Pauvre vieux. À quel pitoyable abîme hallucinatoire avait été poussé ce cerveau fécond et imaginatif par son alcool, sa haine de la dégradation, de l'inconnu et de la maladie qui l'entourait. Il se mit à gémir, et les larmes coulèrent le long de ses joues ravinées jusque dans les profondeurs de sa barbe. Seigneur, ce que j'ai pu voir depuis mes 15 ans, Maine, Tessel, Fares, les gens qui disparaissent, et ceux qui se tuaient, ceux qui racontaient des choses à Arkham et Ipswich ou ailleurs, et traitaient de fou, pareil que vous me traitez de fou en ce moment, mais Seigneur, ce que j'ai vu, ils m'auraient tué depuis longtemps, par rapport à ce que je sais. Mais j'ai fait le premier et le second serment à Dagon avec Obed, si j'ai été protégé, sauf si un jury de fidèles avait prouvé que je racontais des choses exprès et en toute connaissance. Mais j'aurais pas fait le troisième, je serais plutôt mort que de faire ça. C'était devenu pire vers le temps de la guerre civile, quand les enfants nés depuis 46 ont commencé à grandir. Certains du moins, j'étais trop effrayé. Jamais j'ai regardé depuis cette horrible nuit, et eux, j'avais jamais vu de près toute ma vie. Je veux dire pas un pur sang. Je suis parti pour la guerre. Si j'avais pas eu de cran ou du jote, je serais jamais revenu. Je me serais établi loin d'ici. Mais les gens m'ont écrit que ça allait pas trop mal. Je pense que c'était à cause des troupes du gouvernement qui étaient dans la ville depuis 63. Après la guerre, ça a été ben aussi mal qu'avant. Les gens ont commencé à plus rien faire. Les usines et les boutiques sont fermées. On a pu naviguer et le port s'est ensablé. Le chemin de fer abandonné. Mais eux, ils n'ont pas arrêté de nager dans les rivières et ailleurs en venant de ce maudit récif de Satan. Et on a condamné de plus en plus de fenêtres et de mansardes. Et on a entendu de plus en plus de bruit dans les maisons et qu'on pensait qu'il n'y avait personne. Les gens dehors, ils racontaient des histoires sur nous. Ça a dû en entendre pas mal, vu les questions que vous posez. Des histoires sur ce que vous aurez vu par hasard, et ces drôles de bijoux qui viennent toujours d'on sait pas d'où, et qui sont pas tout fondus. Mais ils disent jamais rien, bien sûr. Personne croit rien de rien. Ils racontent que les choses dorées, c'est du butin de pirate, et que les gens d'Innsmouth sont du sang étranger, ou la maladie, ou je sais pas quoi. Puis ceux qui vivent ici, ils mettent à la porte autant d'étrangers qu'ils peuvent, et ils poussent le reste à pas se montrer trop curieux, surtout quand la nuit vient. Les bêtes reculent devant les créatures. Les chevaux pire que les mules. Mais depuis qu'il y a des autos, tout va bien. En 46, Capitaine Obed, il a pris une seconde femme que personne en ville n'a jamais vue. Il y en a qui disent qu'il voulait pas, mais qui a été forcé par ceux qui l'avaient appelé. Il y a eu 3 enfants d'elle. 2 ont disparu tout jeunes, puis une fille qui avait l'air comme tout le monde qui a été éduquée en Europe. Obed a réussi à la marier par ruse à un gars d'Arkham qui s'est douté de rien. Mais maintenant, personne en dehors n'a plus jamais affaire avec des gens d'Innsmouth. Barnabas Marsh, qui dirige la finerie à présent, c'est le petit-fils d'Obed et sa première femme. Fils d'Onésiphorus, son aîné. Mais sa mère, c'est encore une qu'on n'a jamais vue dehors. Sir Barnabas a bien changé. Il peut plus fermer les yeux, il est tout déformé. On dit qu'il met encore les habits, mais qu'il va bientôt se mettre à l'eau. Peut-être qu'il a déjà essayé. Des fois, il descendait par le fond pour les petites magies avant d'y aller pour de bon. On l'a pas vu en public depuis pas loin de 10 ans. Je me demande comment sa pauvre femme apprend ça. Et Deep Switch. Et les gens, ils ont failli lyncher Barnabas quand il venait y faire sa cour. Bah bien 50 ans de ça. Obed, il est mort en
Obed, il est mort en 78. Et tous ceux de la génération d'après, ils sont partis maintenant. Morts les enfants de la première femme et le reste, Dieu sait. Le bruit de la marée montante est devenu très présent. Petit à petit, il semblait changer l'humeur larmoyante du vieil homme en une crainte vigilante. Il s'arrêtait parfois pour jeter des regards inquiets par-dessus son épaule ou vers le récif. Et malgré l'extravagante absurdité de son histoire, je commençais sans pouvoir m'en empêcher à partager sa vague d'appréhension. Sa voix se fit suraiguë, comme s'il tentait de se donner du courage au haut ton. « Et vous, pourquoi vous disiez rien? Ça vous plairait-il de vivre dans cette ville où tout est pourri et mourant, avec des monstres enfermés, qui rampent et bêlent, aboient et sautent dans le noir des caves et des greniers n'importe où que vous allez? Hein? Ça vous plairait d'entendre hurler nuit après nuit dans les églises de la salle de l'ordre de Dagon, et savoir ce qui mélange dans ces hurlements? Ça vous plairait d'entendre ce qui vient de Stafford Récif chaque mai et Halloween? Hein, vieux fou. Vieux et fou, pas vrai? Ben monsieur, croyez-moi, c'est pas le pire. » Zadok criait vraiment à présent, et la frénésie démente de sa voix me troublait de plus en plus que je ne saurais dire. « Diable vous emporte. Ne regardez pas avec ces yeux-là. Je vous dis qu'Obed Marsh est en enfer, et il va y rester. En enfer, je vous dis. Il peut pas m'attraper. J'ai rien fait ni rien raconté à personne. »« Oh, vous, jeune homme? Ben, même si j'ai encore rien raconté à personne, je vais le faire maintenant. Bougez pas, écoutez-moi, mon garçon. Moi, ce que j'ai jamais raconté à personne. J'ai dit que j'avais pu espionner après cette nuit, mais j'ai trouvé des choses tout de même. » Alors, vous voulez savoir ce qu'il y a de véritable abomination, hein? Ben voilà. C'est pas ce qu'ils ont fait de ces diables de poissons, mais c'est ce qu'ils vont faire. Ils apportent des choses là où ils viennent pour se mettre dans la ville. Ils font ça depuis des années, ils ralentissent ces derniers temps. Les maisons au nord de la rivière entre Water Street et Main Street sont pleines. Ces démons de ce qu'ils ont apporté. Et quand ils seront prêts, je vous dis, quand ils seront prêts, vous avez entendu parler d'un Shoggoth? Eh, vous m'entendez? Je vous dis, connaissez ces choses-là? Je les ai vues une nuit quand... Le cri du vieillard fut d'une soudaineté si atroce et d'une erreur tellement inhumaine que je faillis m'évanouir. Ses yeux fixés au-delà de moi sur la mer malodorante lui sortaient positivement de la tête et son visage était un masque d'épouvante digne de la tragédie grecque. Sa griffe osseuse s'enfonça effroyablement dans mon épaule et je ne fis pas un mouvement quand je tournai la tête pour chercher du regard ce qu'il avait pu apercevoir. Il n'y avait pour moi rien de visible, rien que la marée montante et peut-être une série d'ondulations plus localisées que la longue ligne déferlante des brisants. Mais à présent Zadok me secouait et me retournait pour voir ce visage pétrifié par la peur se fondre en un chaos de paupières clignotantes et de mâchoires marmonnantes. Presque aussitôt la voix lui revint, encore que ce ne fût qu'un murmure frémissant. « Allez-vous-en, allez-vous-en. Ils nous ont vus. Sauvez votre vie, faut plus attendre. Ils savent maintenant. Sauvez-vous, vite, loin de cette ville. » Une autre lourde vague s'écrasa sur la maçonnerie croulante de quai d'autrefois et changea le chuchotement du vieux en un nouveau cri, inhumain, à vous glacer le sang. Avant que j'aie pu rassembler mes esprits, il avait relâché son étreinte sur mon épaule pour se précipiter éperdument vers la rue, chancelant en direction du nord, de l'autre côté du mur, en ruine de l'entrepôt. Je jetai un coup d'œil sur la mer, mais il n'y avait rien, et quand revenu dans Water Street, je suivais la rue du regard vers le nord, il n'y avait pas trace de Zadok Allen.